Dans cette boutique luxueuse de la capitale, les amateurs de fromage sont comblés. Coulommiers, Pont-l'Évêque, Brillat-Savarin, Comté, toutes les perles de notre terroir sont réunies sur un plateau. Au centre, trône une jolie pâte persillée. Ce produit d'exception, l'un des plus chers du magasin, c'est le Roquefort. Donc l'objet aujourd'hui, c'est une petite dégustation de Roquefort. Ce qu'on va chercher à faire, c'est se mettre un petit peu de vocabulaire pour décrire aux clients, pour avoir d'autres termes que doux, fort. D'accord ? Allez, on y va. Pour mieux les vendre, le fromager et son équipe goûtent les différents Roqueforts de leur boutique. Moi, je ressens un côté un peu cristallisé en bouche. Ouais. Presque des petits cristaux. Ça crisse. Ouais, ça crisse sous la dent, ouais. Et puis une petite sensation de sel. C'est souvent comme ça, en début de saison, les fromages sont pas complètement confits, donc on le ressent un peu, on le ressent un petit peu plus. Après, ce qui est bien, c'est qu'on attaque directement le 2, comme ça on pourra faire un petit peu nos points de comparaison. Qu'il soit artisanal ou industriel, chaque Roquefort se déguste comme un grand cru. Ah, il est tonique, hein, celui-là. Ouais. Le Roquefort, dans sa globalité, est un fromage de grande qualité. Ça, c'est parce qu'il y a un cahier des charges qui est quand même strict et rigoureux. Et puis, le fait que les fromages sont au lait cru, systématiquement, ça permet de garder au produit sa qualité, ça permet de lui garder la veine de son terroir. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et le Roquefort se caractérise pour moi par l'alliance à la fois de la force et en même temps la rondeur, la douceur du lait de brebis. Le Roquefort, c'est le symbole de notre gastronomie. Surnommé le fromage des rois, il est aujourd'hui très populaire. Les 3/4 sont vendus en supermarché. Il est bon. Non, il est super bon. Je mange depuis que je suis gamin. Dès qu'il y en a plus, j'en achète à la maison. Voilà. Ça fond dans la bouche. On en mangerait bien deux. Chaque année, 16 000 tonnes de fromage sont fabriquées dans les laiteries et les caves du village de Roquefort. Un patrimoine transmis de génération en génération. Mon grand-père pourrait revenir et il verrait, rien n'a changé. Des artisans et surtout l'industrielle société se partagent ce marché qui s'élève à 650 millions d'euros. Pour profiter de cette manne, un autre industriel a créé le Saint-Agur, un fromage qui ressemble étrangement à du Roquefort. Les vélos, les masques, là, on est vraiment à Pékin. En Chine, les ambassadeurs du Roquefort partent à la conquête de nouveaux clients et là-bas, ils en font déjà tout un fromage. Excuse-moi. Le secret du Roquefort, c'est d'abord un terroir exceptionnel. Une zone de production laitière qui s'étend sur les départements de l'Aveyron, l'Hérault, le Gard, le Tarn et la Lozère. Dans la région, 1600 fermiers travaillent pour ce fromage, comme Fabien, éleveur de brebis de père en fils. Hey, Mishka, arrête! Mishka, stop! Le secret du Roquefort, c'est aussi un lait d'exception, du lait de brebis. Mais pas n'importe lequel. Le cahier des charges de l'appellation est formel. Les producteurs doivent élever uniquement les brebis de race Lacaune, les championnes de la matière grasse. Une brebis Lacaune, déjà, à première vue, ce qui est impressionnant, c'est leurs oreilles. Elles ont de très très grandes oreilles par rapport à leur tête. Ensuite, il y a la robe découpée, là, exactement. Ensuite, ce ne sont pas des très grosses brebis ou très grandes brebis. Elles sont bien adaptées quand même au climat, au pays. De mars à novembre, les brebis doivent manger exclusivement de l'herbe. Nous sommes obligés de les mettre au pâturage. C'est écrit dans le cahier des charges de notre AOP Roquefort. Donc nous avons obligation. Et puis ça leur permet aussi à elles de sortir, d'aller prendre le soleil. Donc c'est bien pour tout le monde.
champion, viens ici. Fabien produit du lait pour Delphine Carle. Cette patronne de fromagerie fabrique un roquefort très renommé. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Très bien, oui, vous aussi? Ouais. Ce troupeau. Oui, ce troupeau. Les filles vont bien. Ça va, ouais. Elles se plaisent avec ce tanêtre d'or là. Elle surveille de près le travail de Fabien. On collecte le lait tous les matins. Le laitier va passer de ferme en ferme pour collecter. Et donc, le but, c'est d'avoir le lait le plus frais possible, avec des brebis qui sont super bien menées pour avoir vraiment un lait de qualité, parce que c'est la base. Voilà. On ne peut pas faire un roquefort de qualité si on n'a pas un lait de qualité. Fabien vend son lait 1 € le litre, 3 fois plus cher qu'un lait de vache standard. Les coûts de production sont élevés. Le cahier des charges est très strict avec le respect du bien-être animal. Il faut une bergerie bien climatisée avec 1,2 m² par brebis. Donc l'aération convenable, luminosité. Les aliments achetés à l'extérieur, il faut qu'ils soient sans OGM. C'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut traire 2 fois par jour, il faut alimenter les brebis essentiellement de notre exploitation. Et suivant les années, il y a des hauts et des bas, quoi. Pour transformer ce lait d'exception en fromage des rois, il fallait un lieu magique. Le village de Roquefort-sur-Soulzon, dans l'Aveyron. Il est niché au pied du Combalou, une merveille géologique. Ce rocher s'est effondré au moment de la préhistoire. Il abrite désormais les fameuses caves où sont affinés pendant 2 semaines tous les roqueforts des différents fabricants. Jackie est maître affineur depuis 35 ans. On a vraiment des produits là, très sympas. Les caves creusées dans le Combalou sont maintenues toute l'année entre 7 et 12 degrés. Leur aération constante est due à un miracle de la nature. Ça, c'est la fleurine. C'est avec ça qu'on ventile et on humidifie nos caves en permanence de façon tout à fait naturelle. Alors déjà, le premier geste qu'on va faire, c'est on va regarder si cette fameuse fleurine fonctionne. Et effectivement, on voit déjà la flamme. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'air qui arrive de l'extérieur vers les caves. On va aller jusqu'au bout. Voyage au centre de la Terre. Au centre du rocher, des dizaines de failles de plusieurs kilomètres. Leur humidité permet le développement de la célèbre moisissure qui donne au roquefort son goût unique. Voilà. On est au cœur de l'éboulis du Combalou. C'est par cet immense chaos rocheux que le vent s'engouffre et se refroidit et arrive dans nos caves. Voilà, le poumon des caves. C'est un souffle d'air qui fait la richesse de ce village. C'est assez incroyable, quoi. Un village de 500 habitants seulement, assis sur un trésor. Le roquefort rapporte chaque année 650 millions d'euros de chiffre d'affaires aux 7 fabricants de la région. Parmi eux, l'un des derniers artisans, le Roquefort Carle. Delphine suit les traces de son grand-père qui a fondé cette entreprise en 1927. Aujourd'hui encore, les roqueforts sont affinés sur des travées de chêne qui leur donneraient un goût boisé. Je suis là pour défendre la tradition, le savoir-faire traditionnel. Mon grand-père pourrait revenir, il verrait, rien n'a changé. Ce sont ces travées. Donc, non, je suis là pour défendre un savoir-faire traditionnel. Voilà. Tradition incontournable, la fabrication du Penicillium roqueforti, le champignon qui parfume le roquefort. Delphine Carle est l'une des dernières à le cultiver sur du pin de seigle en cave naturelle.
C'est un pain qui est cuit à très très forte température. C'est pour ça que on voit que la croûte est complètement brûlée. Pour qu'il y ait 100 degrés au cœur du pain, pour que le pain soit stérile. Ici, on va faire des cheminées où on va mettre du Penicillium roqueforti qui, avec l'humidité de la cave, va se développer dans le pain. Alors, le temps de la récolte arrivé, on va enlever la croûte de ce pain, le couper en morceaux et le mettre en poudre. L'artisan doit rajouter du pénicillium, car s'il laissait faire la nature, le processus de moisissure serait trop long. Dans sa laiterie moderne, où le lait cru de brebis est transformé en fromage, la plupart des opérations sont faites à la main. Tous les jours, le caillé de brebis est brassé et découpé en dés par les employés. Une tâche physique mais essentielle pour préserver la qualité du roquefort. Le caillé qui est fin, qui est souple, ne peut pas être coupé en machine. On en ferait de la bouillie. Il faut vraiment un travail très très fin de l'homme pour arriver à couper un caillé en petits grains pour avoir un fromage souple et onctueux, contrairement à ce qu'on a si on met beaucoup de ferments, beaucoup d'acidifiants, où on va avoir un caillé beaucoup plus dur qu'on pourra couper en machine. Là, on ne va pas pouvoir le couper en machine. Coupé en petits grains, le caillé de brebis est ensuite versé dans les traditionnels moules en étain. Encore une opération manuelle, comme autrefois. Au même moment, un employé saupoudre le caillé avec une drôle de poudre verte. Alors la poudre qu'ils sont en train d'ensemencer, c'est le Penicillium roqueforti qu'on a cultivé nous-mêmes sur pain. Donc en fait, je vous en ai apporté, c'est exactement ça. Ça apporte un goût particulier parce que ça a une certaine puissance. Voilà, c'est très puissant. Voilà. Et comment ils font les industriels? Alors les industriels, ils ont des souches liquides qu'ils mettent directement dans le lait avant de le faire cailler. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, vraiment rien à voir. Rien à voir, car ici la production n'est pas standardisée. D'un jour à l'autre, le goût ou la texture du roquefort peuvent varier. Pour limiter les pertes, Delphine Carl et son équipe inspectent chaque fromage. Et on va remonter un petit peu, voilà. Ah, mais c'est joli, hein. Il y a de l'ouverture jusqu'en haut. C'est une surveillance quotidienne qu'il faut faire pour adapter. Hein. Parce que le lait changeant tous les jours, il va falloir un petit peu adapter. Voilà. Avec un temps de coupage différent, un temps de brassage différent, pour arriver à avoir la qualité constante tout au long de l'année. Une fois salés et égouttés, les roqueforts sont affinés en cave pendant 2 semaines minimum. Le temps pour le pénicillium de faire son lent travail. Ce savoir-faire, Delphine l'a acquis grâce à son père, aujourd'hui à la retraite. Désormais, elle le transmet à Gauthier, son fils de 12 ans. Voilà, celle-là est plus jolie, tu vois. Des belles ouvertures jusqu'en haut. Il n'y a pas trop de trous. Et ouais, c'est ça, tu vois. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas assez. Gauthier, il vient depuis très longtemps. Hein. Il était à la crèche déjà qui venait. Hein. Ouais, déjà 2 ans, 3 ans. Les marches étaient aussi hautes que lui. Ouais. Il est toujours venu, Gauthier. Ça t'intéresse le fromage? Oui. Pourquoi? Bah, j'aimerais bien que l'affaire familiale continue après. C'est mieux que les jeux vidéo? Oui. Ouais. C'est pas si sûr, ça dépend des moments. Hein. Après leur séjour en cave, les roqueforts sont emballés à la main dans des feuilles en étain pour stopper le développement de la moisissure. Ils doivent ensuite rester minimum 3 mois dans un frigo. Lorsqu'ils sont bien onctueux, les roqueforts peuvent passer le test de la dégustation. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent corsés. Oui, je goûte souvent. Il faut connaître le résultat de ce qu'on a fait. Hein. C'est très long de produire un roquefort. Et il faut minimum 4 mois jusqu'à 12 mois. Ça, c'est le final. Donc, c'est très important. Il faut goûter le produit final. Ces roqueforts appréciés des gourmets sont vendus dans les crèmeries ou les épiceries fines, en moyenne 40 € le kilo. 3 fois plus qu'un camembert ou qu'un emmental artisanal.
Leur précieux fromage, les habitants du village de Roquefort le défendent depuis des siècles. Dès Charles VI, ils réclament au roi l'interdiction d'en fabriquer à l'extérieur du village. Car à l'époque, tout le monde sait déjà que ce fromage vaut de l'or. Toutes ces chartes, c'était la défense du Roquefort. C'était la défense de leur gagne-pain. D'ailleurs, dans les chartes, c'est mentionné, c'est un pays où ne pousse ni blé ni cèpe de vigne. Donc, ils n'avaient que ce produit, le Roquefort. C'était leur seule façon de survivre. Les chartes étaient tellement précieuses qu'ils ont voulu faire des sauvegardes. Et alors, en 1457, il y a un juge de Saint-Afrique qui a recopié toutes les chartes sur un parchemin qui fait 3,25 m de long. Ah, c'est impressionnant. Au XVIIe siècle, dans les grottes aux alentours de Roquefort, naissent ce qu'on appelle les caves bâtardes, où les habitants d'autres villages font des copies de ce fromage. Dans la région, il reste encore de nombreux vestiges de ces caves. L'historien Jean-Pierre Serre les explore avec un ami spéléologue. Ah, là, ouais. Magnifique. Bon, alors tu vois, la grotte de l'abeille, elle était en face, là. Qu'est-ce qu'on va visiter ce matin? Ah ben, on va voir la grotte de la cabane, qui est une cave bâtarde. Une cave bâtarde, c'était des caves qui affinaient du fromage, en dehors de Roquefort, et qu'ils appelaient Roquefort, ce qui a donné lieu, bien sûr, à de nombreux procès. Dans l'Écosse, il existe une centaine de caves installées au cœur des grottes. On est à l'entrée de la cabane. Hein. Ça n'a pas trop changé hein, depuis quelques temps, sauf, regarde les éboulis dedans. Ça a 300 ou 400 ans, hein, c'est sûr qu'il faudrait essayer de restaurer quand même tout ça. Cette cave date de 1633. Elle est restée en activité jusqu'au début du XXe siècle. Parce qu'il devait faire l'affinage sur ces plans construits. Et il devait ranger les fromages ici, comme ça. C'est immense. C'est grand, hein? Il faisait beaucoup de fromage à l'époque? Alors, Marc Aurèle, en 1670, dit qu'on faisait 25 tonnes de fromage. 25 tonnes, c'est-à-dire 10 000 fromages, hein, à peu près. Il y a encore une chauve-souris à droite. Ouais, j'évite de l'éclairer un peu trop. Déjà à l'époque, le Roquefort est livré par charrette jusqu'à Versailles et chacun veut profiter de ce fromage providentiel. Ils avaient du lait, ils faisaient du fromage. Et bon, comme il y avait Roquefort à proximité, c'était commode d'essayer d'imiter Roquefort qui avait déjà sa petite renommée, qui a incité les gens à imiter le Roquefort parce que ça faisait une plus-value. Voilà. Ça se vendait très cher déjà? Ça se vendait plus cher, oui. C'est en 1925 que les habitants de Roquefort obtiennent enfin le vote d'une loi au Parlement. C'est la naissance de la première appellation d'origine contrôlée et la fin des caves bâtardes. Elles ont disparu puisqu'elles n'ont pas pu appeler leur fromage Roquefort. Et il en est resté quelques-unes qui ont fait alors du bleu, soit du bleu de vache, soit du bleu de brebis, mais ils l'ont appelé bleu. Ils ne pouvaient plus appeler Roquefort ou façon Roquefort. Voilà. Le combat pour le Roquefort a permis la création des AOC en France. Grâce à cette avancée, tout au long du XXe siècle, les ventes de Roquefort progressent. Peu à peu, la fabrication traditionnelle dans les fermes est remplacée par une petite industrie. Dans les années 30, le fromage des rois s'exporte aux États-Unis. Et c'est avec la publicité que les ventes de Roquefort explosent dans les années 60, avec un slogan mémorable. C'est ma faiblesse. À quoi pensez-vous d'abord? D'abord au Roquefort. Du Roquefort d'abord, du Roquefort d'accord. Et comme fromage, chérie? Du Roquefort d'abord. Du Roquefort? D'accord. Le monde s'en fout
De nos jours, 60% du roquefort consommé en France est fabriqué par la Société des Caves, l'entreprise qui a créé la célèbre marque verte il y a 150 ans. Depuis 1992, elle appartient au géant laitier Lactalis. Chaque année, l'entreprise accueille 100 000 touristes du monde entier lors de visites payantes dans ses caves. Zuallererst heiße ich Sie herzlich willkommen im Roquefort Société Haus. Die Führung beginnt mit einer Animation und die Legende wird dann Ihnen erzählt. C'est au début du Moyen-Âge. La marque revendique une image ancestrale en s'appuyant sur cette légende. En ce temps-là, la légende raconte qu'un berger, venant de déposer pour le garder au frais son repas dans une grotte du rocher du Combalou, aperçut une curieuse histoire de berger amoureux qui aurait oublié son fromage dans une grotte de la région. Il décida de la suivre. Il goûta et cria au miracle. Son caillé de brebis s'était transformé en un succulent fromage. Le roquefort était né. La visite des caves commence par un son et lumière. Ces touristes venus de Suisse sont fascinés. C'est super, c'est fantastique. La musique, tout, c'est fantastique. Vraiment, c'est super. On y va? La visite continue à l'étage où sont stockés des milliers de roqueforts. Depuis peu, les touristes peuvent admirer le travail des affineurs derrière une vitre. J'ai l'impression d'être au zoo et comme balancer des cacahuètes des fois. C'est vrai? Non, mais non, ça me fait plus. Franchement, ça me fait plus rien. Dernière étape incontournable, la boutique où sont vendus tous les produits de la marque. Les fromages sont vendus en moyenne 30 € le kilo. C'est un sac isotherme. Merci. Un vrai trésor, hein? Voilà. Et voici pour vous, messieurs, dames. Merci. Merci, madame. Merci à vous. C'est le goût, c'est extraordinaire. Hein? Maintenant, c'est clair pourquoi ça coûte cher. Hein? C'est vraiment... c'est un trésor. Hein? Et pour vous, c'est un fromage industriel ou artisanal? Plutôt artisanal, oui. Artisanal, pas si sûr. Nous n'avons pas été autorisés à filmer la laiterie où sont fabriqués les Roquefort Société. Mais le groupe Lactalis nous a donné ces images. Le lait de brebis est ensemencé avec du pénicillium sous forme liquide. La moisissure est cultivée en laboratoire pour obtenir un goût stable tout au long de l'année. Contrairement aux artisans, le caillé de brebis est brassé et découpé par des machines. Il est ensuite égoutté dans des moules en plastique, puis salé. Une chaîne entièrement automatisée qui produit 9000 tonnes par an. L'industriel a conservé l'affinage en cave naturelle, obligatoire pour garder l'appellation. La moitié des fromages est vendue sous la marque Société, l'autre sous des marques de distributeurs. Ce sont les affineurs qui font le tri. Celui-là, il est très beau. 4,5, 5 ? Ouais, 4,5, je suis d'accord. Celui-ci, il est un peu plus tassé. On voit la pâte est un peu plus fermée quand même. Il y a moins de trous. 3. Ouais, je suis d'accord. Le premier, c'est sûr, ça peut partir chez Société. Le second, peut-être un peu moins onctueux. Un petit peu d'amertume. Je dirais que s'il n'a pas les caractéristiques pour partir chez Société, il correspond parfaitement à un cahier des charges marque distributeur. Et c'est quoi la différence entre l'un et l'autre ? C'est-à-dire que sur un produit à la marque Société, on n'acceptera jamais d'avoir le moindre défaut. Défaut d'aspect, manque d'onctuosité,
Les roqueforts de marque de distributeur seront vendus en moyenne 30% moins cher que sous la marque Société. Dans le centre de conditionnement de l'entreprise, où nous avons été autorisés à filmer, la chaîne est elle aussi entièrement automatisée. Les pains de fromage sont découpés en tranches par des machines. Les portions sont conditionnées dans des emballages en plastique. Cette petite révolution a boosté les ventes à partir des années 80. À l'époque, le roquefort était vendu les meules entières, les pains entiers sous aluminium, voire en demi-pain. À l'arrivée de la grande distribution, il a fallu qu'on s'adapte à nos consommateurs et c'est à l'arrivée du libre-service qu'on a pu proposer de la tranche. Pourquoi la tranche? Parce que c'est plus pratique pour le consommateur. Ici, même le contrôle qualité est assuré par des machines. C'est un robot à visée laser qui inspecte les tranches et les trie en fonction de leur aspect. Ici, on va vérifier la présence de pénicillium sur toute la tranche ainsi que sa répartition pour qu'il soit bien réparti. Quand on va détecter le fait que sur 2 zones, le pénicillium est mal réparti, on va écarter la tranche. On cherche à avoir un produit régulier, c'est-à-dire que nos consommateurs du 1er janvier jusqu'au 31 décembre doivent retrouver le même roquefort. Dans cette usine, une des rares opérations manuelles, c'est le conditionnement du roquefort en portions individuelles, trop fragiles pour être disposées par des machines. Tout est organisé pour éviter la moindre perte. Ici, les tranches qui sont mal emballées, on va enlever l'aluminium, les mettre de côté et on va les réutiliser dans des plats culinaires. Nous avons des produits à tartiner, des poudres que nous fabriquons à base de roquefort. Et nous avons des clients qui nous demandent des brisures de roquefort pour les intégrer dans des plats cuisinés. On ne jette pas de roquefort. C'est quelque chose qui vaut de l'or. Régulièrement, pour doper les ventes, le service marketing de Société lance de nouveaux produits. Comme les petits plaisirs, une gamme de 3 fromages au goût plus ou moins prononcé. Chaque type de roquefort a droit à un emballage particulier. Monsieur, bonjour. Une petite dégustation sur le Roquefort Société. Voilà. Alors celui-ci, c'est le numéro 5, hein, le plaisir subtil, que j'ai dans les bacs là. Vous avez 1 € de réduction dessus. Le plus fort. Alors le plus fort, c'est celui-là, le plaisir caractère. Allez, j'ai les petits plaisirs, c'est les nouveautés. Ça, c'est le plaisir douceur que vous avez. Vous l'avez là. Après, j'ai le plaisir subtil. Voilà. Allez-y. Comment vous le trouvez? Très bon. Il est plus doux celui-là, hein? Oui. D'accord, ok. C'est quoi la différence entre les deux? Celui-là, le goût est moins fort, vachement moins fort. Lui, un peu plus relevé. Voilà. On sent plus le roquefort. Lequel vous préférez alors? Le moins relevé. Le plaisir douceur. C'est plus agréable à manger. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux emballages là, par rapport aux traditionnels? Bon, au moins, ça a le mérite d'être clair, on sait ce qui est fort, ce qui n'est pas fort. Quoi. Voilà, on sait lesquels sont les plus forts, les moins forts, avec la couleur et les ronds, en fait, voilà, c'est très très bien. Un joli packaging. Après, c'est le produit à l'intérieur qui m'intéresse. Oui, voilà. Avec la couleur donne envie. Pourquoi? Ça attire le regard. Du coup, ça incite plus à acheter avec le petit dessin du roquefort, avec le pain. Ça incite à acheter, ça prend le regard. Séduire les jeunes consommateurs, c'est la mission d'Anne-Julia Goutte, directrice du service marketing de Société. Un défi, car en 10 ans, les ventes de roquefort ont baissé de 10%. Les consommateurs ont tendance à délaisser le fromage en fin de repas. Le plateau, c'est plus dans les habitudes de consommation. Du coup, également, ils ont tendance à se tourner vers des fromages plus modernes, plus de snacking, voilà, de consommation sur le pouce. Donc c'est important pour nous d'innover
pour présenter une image plus moderne du Roquefort et expliquer qu'il y a différents types de goûts et qu'on peut s'adapter à différents palais. Pour changer l'image un peu vieillotte de la marque, les emballages ont été complètement repensés. Si on compare avec le Roquefort Société, qui est notre produit pilier de la gamme libre-service, voilà, habituellement on est en vert et blanc. Là, en fait, on a une note de noir qui véhicule du haut de gamme, du premium, et puis des notes de couleur un peu plus flash qui modernisent, qui sont modernes dans l'univers du fromage. Malgré tous ces efforts, les ventes de Roquefort continuent de baisser. Car un nouveau fromage est apparu au rayon des bleus, le Saint-Agur. Ce concurrent direct a beaucoup de succès auprès des consommateurs. Extérieurement, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à du Roquefort Société. Il y a du verre, il y a des fenêtres, c'est un fromage bleu avec des moisissures. Ce qui est clair, c'est que Roquefort Société, depuis nombreuses années, Société c'est le vert et le blanc. En Saint-Agur s'est lancé plus récemment, dans les années 90, ils ont adopté du vert et du crème. Donc voilà, ce qu'ils nous ont copié, voilà, ils sont mis dans cette catégorie-là en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué, mais je pense que ce que je peux dire, c'est que certains consommateurs parfois nous disent que Saint-Agur c'est un Roquefort alors que ça n'en est pas un. Donc je pense qu'il y a une confusion des genres en tout cas. Un concurrent d'autant plus inquiétant que le prix du Saint-Agur est plus attractif. Dans ce supermarché, il est vendu 14 € le kilo, contre 20 € pour le Roquefort Société. Alors, comment est fabriqué ce sosie du Roquefort? Pourquoi est-il moins cher? Nous décidons de nous rendre en Auvergne, dans le Velay, la région de fabrication indiquée sur l'emballage. Sur une carte, nous cherchons le village de Saint-Agur. Mais impossible de mettre le doigt dessus. Le mystère s'épaissit en arrivant en Haute-Loire, dans la région de Beauzac. Apparemment, c'est d'ici que viendrait le fromage. Vous savez où c'est le village de Saint-Agur? Ah non, pas du tout. Vous êtes d'ici? Oui. Oui. Vous connaissez le fromage de Saint-Agur? Oui. Ouais. Et le village, il est où alors? Alors, je sais pas du tout s'il existe un village de Saint-Agur, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille au travail là. D'accord. Au revoir. Excusez-moi, madame, on cherche le village de Saint-Agur. C'est ici ou pas? Oui. D'accord. Ouais. Saint-Agur, c'est Beauzac. La laiterie en début de village. C'est ici qu'on fabrique? Merci. Oui, c'est ici qu'il est fabriqué. Et pourquoi ça s'appelle pas Saint-Agur ici alors? Parce que je pense que, je sais pas après d'où l'appellation vient. Comme Roquefort, c'est vraiment parce qu'il y a Roquefort, le village, mais là, Saint-Agur, non, je sais pas du tout. Faudrait aller directement leur demander à eux. Nous décidons de nous rendre à l'entrée du village, à la fromagerie. La laiterie qui produit le Saint-Agur et d'autres fromages, c'est donc cette grande usine qui emploierait plus de 500 personnes. Bonjour mesdames, c'est bien ici la fromagerie Saint-Agur? Oui. D'accord. Oui, vous voulez savoir si on peut visiter la fabrication? C'est ouvert au public ou pas? Non. Non? Et c'est fabriqué comment? Vous savez? Je peux pas vous êtes à la fabrique ou pas? Ça se dévoile pas non plus. Ah bon? C'est un secret? C'est secret, ouais. D'accord. Un autre employé accepte de nous parler, mais anonymement. Et c'est une fabrication manuelle ou? Enfin manuelle, oui, il y a des manutentionnaires, enfin c'est fait par... Il y a plein d'étapes. Il y a des choses qui sont faites manuellement et plutôt comme le salage, il est fait à la main. Quoi. Et le brassage? Sur des cuves, oui. Ouais, c'est des cuves. Ouais. Oui, ça c'est pas fait à la main. Ouais. Une fabrication en partie industrielle. Quant au lait utilisé pour ce fromage, comment est-il produit? Nous avons pris rendez-vous avec un éleveur de Haute-Loire qui travaille pour le Saint-Agur. Et la surprise, pas de brebis à l'horizon, mais des vaches, des Primolstein, une race très répandue en France. Cyril Ginoux élève un troupeau de 35 bêtes et produit du lait exclusivement pour ce fromage. Le Saint-Agur, c'est du lait de vache, bien sûr. Pas comme le Roquefort, du coup. Voilà. C'est la grande différence. C'est la grande différence entre les deux, bien sûr. Ouais. Ça change la qualité. Je ne sais pas si c'est la qualité du fromage, mais c'est le goût et la texture du fromage, quoi. Voilà. Contrairement au Roquefort, le Saint-Agur n'est pas une appellation d'origine protégée.
Le lait peut donc provenir de n'importe quel animal et de n'importe quel terroir. Quant à l'alimentation, là encore, les éleveurs n'ont aucune contrainte. L'herbe n'est pas obligatoire. Voilà. Ces granulés là, marron, c'est du tourteau de colza qu'on achète à l'usine d'à côté, quoi. Donc c'est du colza qui déshydrate en granulés. Ça, c'est du colza d'importation, vous pensez? Je sais pas, sans doute, oui. Sans doute. On a le droit d'utiliser, il n'y a aucune réglementation qui nous oblige à prendre un tourteau non OGM ou OGM. Voilà, il n'y a pas de... On n'a pas de qualification pour ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des tourteaux de soja OGM? OGM, oui, sans doute, oui. Tourteau de soja, tourteau de colza. Dans l'alimentation, ça fait partie de l'alimentation des vaches, qui leur permet de faire plus ou moins de lait selon l'animal, quoi. Principal avantage pour l'industriel qui fabrique le Saint-Agur, le lait de vache coûte 3 fois moins cher que le lait de brebis. Très rentable pour le fabricant, ce fromage est peu rémunérateur pour les éleveurs. Le prix du lait pour l'année complète, c'est autour de 32 centimes par litre de lait, en fait. Par exemple, les producteurs de Roquefort, on leur paye 1 € le litre. Oui, mais ça... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On en est bien conscient, hein, qu'il y a d'autres fromages qui sont mieux revalorisés que nous. Après, nous, ce qu'on en pense, c'est difficile, hein, concrètement. À notre prix, il nous ferait bien plaisir aussi, mais bon, aujourd'hui, c'est un fait et c'est pas nous qu'on décide concrètement. Saint-Agur, que serait un fromage qui ne serait que fort? Que serait un fromage qui ne serait que doux? En résumé, le Saint-Agur est un pur produit marketing. Que serait un plaisir qui ne serait que fort? Que serait un plaisir? Et pourtant, il a réussi à faire chuter les ventes de Roquefort. Saint-Agur, si fort. Si fondant. Saint-Agur, plus fort que le plaisir. Dans le village aveyronnais, pour contrer cette concurrence, on mise désormais sur l'export. Mais vendre du Roquefort aux étrangers n'est pas si simple. Le Roquefort a même été au cœur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Point d'orgue, dans les années 90, le démontage d'un restaurant McDonald's à Millau. Ce jour-là, les producteurs aveyronnais protestent contre la décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane sur le Roquefort de 300%. À l'époque, les Américains ripostaient à l'interdiction française d'importer du bœuf aux hormones. À la tête du mouvement, un éleveur de brebis jusqu'alors inconnu, José Bové. Il manifeste aux États-Unis contre la malbouffe. We don't want WTO to decide for us what we have to eat. Après 12 ans de lutte, les sanctions américaines contre le Roquefort ont été levées. Aujourd'hui, c'est en Chine que les fabricants de Roquefort tentent de s'imposer. Xavier Turet est fromager, employé par le groupe Lactalis. Depuis plusieurs années, il parcourt le monde entier pour vendre les fromages du groupe. Vous êtes l'ambassadeur du Roquefort. Ambassadeur, c'est un titre peut-être un peu pompeux, mais oui, en quelque sorte, je vais vanter les mérites du Roquefort, oui. Dans quel pays? Alors, les beaux pays de découverte, il y a eu l'Amérique du Sud avec la Colombie, le Brésil, le Mexique, où déjà on a des beaux résultats. En Colombie, on a commencé il y a 3 ans avec 300 kilos, maintenant on dépasse la tonne. Le Brésil, c'est pareil, c'est des marchés naissants, c'est super intéressant. Bonjour. Ça va Bernard? Ça va. La forme? Ça va. Je viens chercher, comme tu le sais, mes Roquefort pour la Chine. Donc c'est une première, on va faire découvrir le Roquefort aux Chinois, il faut qu'on soit bon. Parce que là, on va dans un pays où, figure-toi, ils savent même pas comment s'appelle, on ne traduit pas en chinois le mot fromage. C'est assez incroyable. Xavier doit réussir à convaincre les Chinois de manger un aliment truffé de moisissures. Mais le fromager y croit et sélectionne les meilleurs fromages. Le bleu n'est pas assez bien réparti, en fait, pour le fromage. Moi, j'ai besoin que ce soit assez uniforme quand même, pour expliquer qu'il y a une régularité quand même, pour les rassurer. Pour moi, c'est pas un produit assez stable pour exporter sur vraiment une opération de séduction, pour le coup. C'est un peu jeune, ouais. Complètement.
Deuxième essai, avec un roquefort plus subtil. Là, on est bien lisse, on est bien crémeux, on est bien onctueux. Ça, 6e passage, je comprends pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'adresser à un marché, on va pénétrer le marché de la Chine par le haut de gamme. Il y a une caste aujourd'hui qui a les moyens de s'acheter du roquefort. C'est pour ça que c'est important d'y aller, parce que même si on doit vendre à 1% des Chinois qui ont les moyens, on n'aura pas assez de roquefort ici pour les fournir. Donc ça reste un marché hyper intéressant. Quelques jours plus tard, Xavier Thuret est en route pour Pékin, la capitale de l'Empire du Milieu. À 12 000 km de l'Aveyron et ses villages, une mégalopole ultramoderne de 22 millions d'habitants. À ses côtés, Laetitia Gabory, elle aussi fromager. Tous deux font partie d'une délégation venue faire du lobbying pour vendre les produits agroalimentaires français. Les vélos, les masques, là on est vraiment à Pékin. Première étape de ce voyage, une visite touristique. On en profite un petit peu pour s'imprégner effectivement de la culture locale. C'est aussi intéressant parce qu'il nous pose des questions de savoir si effectivement on a visité, si on s'y est intéressé. Donc c'est important de découvrir aussi les monuments importants de la ville et s'imprégner un petit peu de cette culture. Monument incontournable à Pékin, la cité interdite. L'ancien palais impérial construit au XVe siècle. C'est superbe. Un patrimoine exceptionnel et une civilisation très ancienne. Pour Xavier et ses collègues, c'est surtout un territoire immense à conquérir. On est en train de se rendre compte du choc de civilisation en fait, entre, vous imaginez ce petit village de Roquefort, 300 mètres de long, sur 3 km de large. Le village de Roquefort, on doit pouvoir en mettre 10 là, des villages de Roquefort. Donc vous vous rendez compte un peu du gigantisme de ce pays par rapport au tout petit village de Roquefort en fait. C'est un marché énorme qui s'ouvre à nous. Le lendemain matin, Xavier et Laetitia ont rendez-vous à l'ambassade de France à Pékin pour un événement stratégique. Une soirée où sont invités plusieurs représentants des autorités chinoises. Julien, bienvenue à la résidence de France. Laetitia Gabory, enchantée. Cette réception doit se dérouler dans la résidence de l'ambassade et c'est le chef de cuisine qui les reçoit. C'est magnifique, une belle maison. Ouais, il y a du volume. Superbe. Dans ces salons luxueux se déroulent la plupart des dîners diplomatiques franco-chinois. Côté cuisine, la gastronomie française est au menu. « 200 personnes sont attendues. On va voir les fromages ? Allez. Tu nous emmènes ? Allez. Xavier espère que ces roqueforts ont bien supporté leur voyage en avion. Là, il y a tout. Là, t'as le roquefort, il y en a suffisamment. Le roquefort est bien arrivé. Super, parfait. Regarde, nickel. En plus. Ça fait bien voyager. Et là, il y en a 2 autres roqueforts. Oui, c'est parfait. Parfait. C'est top. Les fromagers enfilent leur costume de meilleurs ouvriers de France, un gage d'excellence. Leur mission, faire saliver les invités avec un buffet particulièrement soigné. Et surtout rassurer les Chinois, un peu méfiants. Quelques mois auparavant, les autorités ont même décrété un embargo sur les fromages avec moisissures comme le roquefort. Les Chinois ont découvert une bactérie dans le fromage qui n'était pas signalée dans le cahier des charges. Donc ils ont fait un embargo qui a duré à peu près peut-être plus d'1 mois sur une quarantaine de fromages. C'est la moisissure en fait, c'est le Penicillium roqueforti. Nous dans nos listes d'ingrédients, on n'est pas obligé de le mettre parce qu'il contribue à moins de 0,05% dans le produit. Et donc ils ont dit stop, on arrête, on ne sait pas ce que c'est, on arrête. L'embargo sur les fromages vient d'être levé, mais il faut encore convaincre les Chinois des bienfaits des produits français. Les premiers invités commencent à arriver. De jeunes journalistes ou importateurs de produits étrangers en Chine. Sur le buffet, des charcuteries, des fruits et légumes
et bien sûr toute une variété de fromages. La plupart n'ont jamais goûté au roquefort. Tu veux un roquefort? Roquefort cheese? Blue cheese. Blue cheese. Yes, you like? Non. Trop fort. Trop fort? Trop fort. It's too strong. Too strong? Yeah. Excuse-moi. Take a banana. Yes. Take a banana. Pour faire apprécier son produit, Xavier a une botte secrète, un mariage avec la banane. Là, on est dans l'éducation pure. Effectivement, on sait que les Chinois n'ont pas l'habitude du tout du goût du roquefort, donc on essaye de les initier par quelque chose de plus sweet avec la banane, parce que la banane c'est assez facile. C'est un excellent support qui va pas masquer le roquefort, qui va juste l'accompagner. Et puis petit à petit, ils vont se familiariser, il va y avoir un effet de mode, et puis une contagion, ça va venir, ça va venir. Mais l'invité à convaincre ce soir, c'est cet homme à la cravate bleue, le représentant des douanes chinoises. C'est lui qui a décrété l'embargo sur le roquefort. Et même s'il vient de l'autoriser à nouveau, il faut rétablir le contact. You speak English? Yes, nice to meet you. We want to test roquefort with banana, especially for the Chinese people. You come taste the cheese? Yes, come with me to try it. And for the Chinese people, we taste with banana. We make a tasting with a big chef Dadong. Dadong is a famous Chinese chef. You like? Yeah. Monsieur, c'est possible d'importer du fromage en Chine? Oui, nous importons beaucoup de fromage. Vraiment? De France? Oui, de France. Comme le roquefort? Écoutez, je ne sais pas quel bleu exactement, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très ouverts à la France. Et il n'y a plus de problème avec le roquefort, avec la moisissure? Ah, parce que vous pensez qu'il y en a? Non. Les autorités rassurées restent à séduire les consommateurs. Pour le moment, en Chine, le fromage est réservé à une élite. Mais les jeunes générations semblent curieuses. Je pense que l'opération séduction aujourd'hui a eu lieu. Et puis c'est un produit qui plaît, qui intrigue, donc forcément qui va plaire. Enfin, on est attiré par ce produit quelque part. Donc non, moi je pense que l'avenir du roquefort partout dans le monde est plutôt positif. Non, d'accord? Roquefort d'abord. Vous pensez que le monsieur des douanes chinoises, vous l'avez convaincu? Décrypter, convaincre quelqu'un, une personnalité des douanes et avoir ne serait-ce qu'un subrepticement de bonnes intentions, c'est très difficile à déceler. Donc l'avenir nous dira. Pour l'instant, la confiance est rétablie. Donc l'avenir nous le dira. En attendant que le marché chinois s'ouvre au roquefort, les éleveurs aveyronnais inventent de nouveaux débouchés. Producteurs laitiers pour le roquefort, Béatrice Arnal et son mari ont cherché comment mieux valoriser leur ferme, trop petite pour être rentable. Béatrice s'est alors lancée dans la fabrication de glace au lait de brebis. Elle a développé toute une gamme de parfums avant d'utiliser un ingrédient inédit. Alors ici, c'est mes portions de roquefort qui sont prêtes pour les mettre dans mon lait de brebis pour faire ma glace au roquefort. Une glace au roquefort, une idée un peu folle, mais pas pour cette fermière. Je viens vraiment du sud de la France, donc on mange beaucoup de glace. Donc c'est vrai qu'on se permet des glaces. Je sais que j'ai eu goûté des glaces à l'oignon, des glaces à la tomate. Donc peut-être que c'est pour ça, quelque part, que je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer la glace au roquefort. Alors j'en ai fait un petit peu, j'en ai fait très peu. Et puis je l'ai proposé à quelques restaurateurs autour de la ferme. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, tout simplement. Du roquefort, du lait de brebis pasteurisé et du sucre, la recette est très simple. Une fois réfrigéré, ce mélange se transforme en un étonnant dessert sucré-salé. Béatrice le vend 12,50 € le litre dans les marchés de la région. Et c'est un succès.
Mais disons que nous, pour notre exploitation, donc c'est un apport d'argent, puisque bon, c'est quand même de la vente. C'est agréable de voir du public, de vendre comme ça nous sort de la ferme en fait. Puis bon, ça nous fait un petit complément de revenus. Cette spécialité originale, les curieux peuvent la déguster dans l'un des plus beaux sites de l'Aveyron. La Couvertoirade, un village fondé au XIIe siècle par les Templiers. Ce restaurateur a créé un plat qui rend hommage au fromage des rois. Une salade composée accompagnée d'une brioche au roquefort et d'un petit pot de glace au roquefort, bien sûr. Moi, c'est la première fois que je mange un plat avec une glace. Et une glace au roquefort? Et une glace au roquefort, c'est la grande première. Ouais, petite lichata. Oui, c'est vraiment de la glace. Très bon. On sent fort, le roquefort. C'est un super mariage, quoi. Il y a le moelleux de la brioche, avec la fraîcheur de la glace. Là, ça relève, ça harmonise la bouche. Et puis le roquefort, le parfum du roquefort là, qui emporte tout, quoi. Non, c'est super. Je trouve ça très ingénieux et du coup très, très goûteux et très bon. Donc, S'il est toujours aussi apprécié, c'est sans doute parce que le roquefort reste un des derniers fromages au lait cru, protégé par une appellation exigeante. Le résultat d'un combat acharné des habitants du village et des éleveurs de la région pour défendre leur patrimoine.